Salam alaikum. Cette séquence est la première dans une série de vidéos consacrée au premier chapitre d'Algèbre 2 intitulé Espace vectoriel. La notion d'espace vectoriel est une structure fondamentale d'algèbre linéaire. Il s'agit de dégager des propriétés communes partagées par de différents ensembles. Le but de cette théorie est d'obtenir des résultats généraux qui s'appliqueront aussi bien aux vecteurs, aux fonctions, aux polynômes, aux suites, aux matrices, etc. C'est-à-dire, au lieu d'étudier chaque ensemble séparément, on va pouvoir les étudier tous en même temps sans faire de distinction. Mais du coup, ça sera assez abstrait. Ainsi, c'est quoi un espace vectoriel? Un espace vectoriel est un ensemble d'objets mathématiques appelés vecteurs, sur lesquels on peut définir les deux opérations classiques des vecteurs géométriques, c'est-à-dire l'addition de deux vecteurs, la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Les espaces vectoriels peuvent être composés par différents objets. Ainsi, un polynôme sera un vecteur, une fonction sera un vecteur, une suite, une matrice, etc. Dans tout ce qui suit, on considère le corps K est égal à R ou C. Commençons maintenant par définir c'est quoi un espace vecteur, un espace vectoriel. Alors, soit E un ensemble non vide. Sur cet ensemble, nous allons définir deux lois de composition. La première loi de composition, notez plus, c'est une loi de composition interne, qui est une application de E croix E dans E, qui associe à chaque vecteur U et V de E, un troisième vecteur U plus V qui reste dans E. Cette loi est dite interne, tout simplement puisque à chaque deux éléments de même ensemble, le résultat est un troisième élément qui reste dans le même ensemble E. On définit aussi une deuxième loi qui est une loi de composition externe notée point, définie sur K croix E par à chaque scalaire lambda appartenant à K et pour tout vecteur U appartenant à E, on associe le vecteur lambda U qui appartient à E. Cette loi est dite externe puisque tout simplement elle compose un élément lambda de K qui est externe de l'ensemble E par un vecteur U de l'ensemble E et le résultat est lambda U qui appartient à E. Alors, on dit que E est un espace vectoriel sur le corps K ou un K espace vectoriel si les conditions suivantes sont satisfaites. Tout d'abord, E muni de l'addition doit être un groupe commutatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la loi plus doit être une loi associative, une loi qui admet le vecteur nul comme étant un élément neutre. Tout élément de E admet un symétrique. En plus, la loi plus doit être commutative. La deuxième loi concerne l'associativité de la loi externe. Ensuite, étant donné que 1 est l'élément neutre de K par rapport à la loi multiplication, alors pour tout vecteur U, 1 fois U est égal à 1. Les deux dernières conditions concernent le lien entre les deux lois. Plus précisément, il s'agit de la propriété de distributivité par rapport à l'addition des scalaires et ainsi que la distributivité de l'addition par rapport au vecteur. Citons maintenant quelques ensembles ou bien quelques espaces vectoriels de référence. Alors, l'ensemble R2 muni de l'addition et la multiplication, ainsi que l'ensemble R3 muni de l'addition et la multiplication, ce sont des R espaces vectoriels. Ça veut dire ces deux ensembles, vérifiez les 5 conditions citées dans la définition. Plus généralement, l'ensemble Rn muni de l'addition et la multiplication est un R espace vectoriel, où Rn c'est l'ensemble des vecteurs à n uplets dont les composantes sont tous des réels.
De même pour Cn est un C espace vectoriel. L'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n munis de l'addition et de la multiplication est un K espace vectoriel. Kn, tout simplement, ce sont tous les polynômes de la forme A0 plus A1x plus A2x2 plus ANxN. Avec les AI, ce sont les coefficients de ce polynôme qui appartiennent à K. Je vous rappelle que K représente dans notre cas R ou C, c'est-à-dire ces coefficients peuvent être des réels ou bien des complexes. L'ensemble des fonctions définies d'un intervalle I dont R muni de l'addition et la multiplication est un R espace vectoriel. L'ensemble des suites réelles munies de l'addition et la multiplication est un R espace vectoriel également. L'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes dont R munies de l'addition et la multiplication est un R espace vectoriel. Dans cette partie, nous avons vu la définition d'un espace vectoriel qui est assez longue et compliquée, mais en général, on ne s'en sert pas de cette définition. Alors, pour montrer qu'un ensemble donné est un espace vectoriel, on utilise une autre méthode qui consiste à passer par la notion de sous-espace vectoriel que nous allons bientôt étudier. Commençons maintenant par définir c'est quoi un sous-espace vectoriel. Alors, soit E muni de l'addition et la multiplication un K espace vectoriel, et soit F une partie non vide de E. Alors, pour que F soit un sous-espace vectoriel de E, il suffit que F lui-même soit un K espace vectoriel pour les deux lois définies sur E. À ce stade-là, il semblerait que démontrer que F est un sous-espace vectoriel de E est aussi compliqué que montrer que F lui-même est un espace vectoriel. C'est pour ça on passe au théorème suivant. Alors, pour que, ou bien on considère E muni de l'addition et la multiplication un K espace vectoriel et on prend F une partie de E. Alors, on dit que F est un sous-espace vectoriel si les trois conditions suivantes sont satisfaites au même temps. La première condition consiste à montrer que F est une partie non vide de E et pour ce faire, on montre que le vecteur nul de E appartient à F. La deuxième condition consiste à montrer que si je prends deux éléments de F, leur somme reste dans F, c'est-à-dire la stabilité par rapport à la somme. Troisièmement, on doit montrer qu'il y a une stabilité par rapport à la multiplication, c'est-à-dire si je prends un vecteur de F et si je prends un scalaire dans K, le produit lambda E doit rester dans F. Remarque, on peut fusionner les deux dernières conditions, c'est-à-dire la stabilité par rapport à l'addition et la stabilité par rapport à la multiplication en une seule condition. C'est-à-dire si je prends deux vecteurs U, V dans F et si je prends deux scalaires lambda et mu dans K, alors le produit lambda U plus mu V reste dans F. Alors, en général, pour montrer que F est un espace vectoriel, on montrera via le théorème précédent que F est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de référence. Étant donné que tout sous-espace vectoriel est un espace vectoriel, on peut conclure que F lui-même est un espace vectoriel. Par exemple, si on veut montrer que l'ensemble F, qui est une partie de R3, satisfait la condition x moins 4y plus z est égal à 0, est un espace vectoriel. Alors, il suffit de montrer que F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R3. Je vous rappelle que R3 est un espace vectoriel de référence que nous avons vu dans les exemples cités précédemment. Alors, il suffit de montrer que F est un sous-espace vectoriel de R3, c'est-à-dire F est un ensemble non vide. Ensuite, je vérifie la stabilité par rapport à l'addition de deux vecteurs de F et la multiplication d'un vecteur de F par un scalaire de R qui est le corps K. Si les trois conditions sont satisfaites, on peut dire que F est un sous-espace vectoriel et par suite, on peut dire ou bien on peut conclure que F est un espace vectoriel lui-même. Commençons par un exemple simple. Nous allons considérer l'ensemble F1 de x, y de R2 tel que 3x moins 4y est égal à 0.
Ici, F1 est un sous-ensemble de R2 qui est un R espace vectoriel. Nous allons essayer de voir si F1 est un sous-espace vectoriel de R2 ou non. Pour ce faire, nous allons vérifier les trois conditions du théorème précédent. Tout d'abord, on remarque que le vecteur nul de R2 qui est 0, 0 appartient à F1. En effet, pour x est égal à y est égal à 0, la condition de F1 est satisfaite. D'où F1 est non vide. Ensuite, vérifions la stabilité de F1 par rapport à l'addition. On considère deux vecteurs u et v de F1 tels que le vecteur u est de composante x, y, le vecteur v est de composante x', y'. Alors, le vecteur somme u plus v est de composante x plus x', y plus y'. Alors, pour que ce vecteur soit dans F1, il faut que ces composantes vérifient la condition 3 multiplié par la première condition du vecteur somme moins 4 multiplié par la deuxième composante du vecteur somme doit être 0. Alors, en séparant les composantes de chaque vecteur, on obtient l'égalité suivante. Étant donné que les deux vecteurs u et v ce sont des vecteurs de F1, c'est-à-dire que les composantes vérifient la condition, ce qui implique que cette quantité vaut 0 et cette quantité vaut 0, de la somme des 0 est 0. Ceci implique que u plus v est un élément de F1. Le dernier point consiste à étudier la stabilité de F1 par rapport à la multiplication par un scalaire. Alors, soit le vecteur lambda u qui est égal à lambda x fois y et lambda y. Le vecteur lambda u appartient à F1 car si je prends 3 lambda x moins 4 lambda y, si je mets lambda en facteur, je trouve que lambda multiplié par 3x moins 4y est égal à 0 car cette quantité est nulle. Ceci est dû à l'appartenance de u à F1. Ce qui implique que lambda u appartient à F1. En conclusion, les trois conditions du théorème cité précédemment sont satisfaites. Ça veut dire F1 est un sous-espace vectoriel de R2. Soit maintenant F2, l'ensemble des triplés x, y, z de R3 qui vérifie la condition x plus y plus z est égal à 1. F2 n'est pas un sous-espace vectoriel. Tout simplement car la première condition du théorème n'est pas satisfaite, c'est-à-dire le vecteur nul de R3 n'appartient à F2. En effet, le vecteur nul de R3 qui est 0, 0, 0 n'appartient à F2 puisque si je prends 0 plus 0 plus 0, ça vaut 0, ce qui est différent de 1. Ce qui implique que F2 n'est pas un sous-espace vectoriel. Ici, on a l'ensemble F3, composé des vecteurs de R2, dont la première composante est nulle ou bien la deuxième composante est nulle. F3 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2, car il n'est pas stable par rapport à l'addition. En effet, si je prends le vecteur u est égal à 0,3 et les vecteurs moins 1, 0, ce sont des éléments de F3. Par contre, la somme qui vaut moins 1, 3 n'appartient pas à F3. Enfin, l'ensemble F4 des composantes x, y, z de R3 dont la première composante est supérieure ou égale à 0 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3, car il n'est pas stable par rapport à la multiplication par un scalaire. Par exemple, le vecteur u qui est égal à 1, 0, moins 1 appartient bien à F4. Mais pour le scalaire lambda est égal à moins 1, le vecteur lambda u qui est de coordonnées moins 1, 0, 1 n'appartient pas à F4.
L'objectif de cet exercice est de s'entraîner à montrer qu'un ensemble est ou n'est pas un sous-espace vectoriel. Avant de commencer, je vous rappelle que pour montrer qu'un ensemble F est un sous-espace vectoriel de E qui est un espace vectoriel, il faut que F soit non vide. Autrement dit, que le vecteur nul de E appartenant à F. F doit être stable par rapport à l'addition et la multiplication. Si l'une des conditions n'est pas satisfaite, F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Commençons par l'ensemble F1, l'ensemble des couples XY de R2, vérifiant x carré plus xy supérieur ou égal à 0. F1 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2, car il n'est pas stable par l'addition. En effet, on considère U est égal à moins 1, 0. U est un vecteur de F1, car si je prends moins 1 au carré plus moins 1 multiplié par 0 est égal à 1, ce qui est supérieur ou égal à 0. En plus, V est égal à 0,2 est un élément de F1. En effet, 0 au carré plus 0 multiplié par 2 est égal à 0, ce qui est supérieur ou égal à 0. Par contre, la somme U plus V qui est égale à moins 1, 2, avec moins 1 au carré plus moins 1 multiplié par 2 est égal à moins 1, ce qui est strictement inférieur à 0. D'où F1 n'est pas stable par addition, ce qui confirme que F1 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Regardons maintenant F2. L'ensemble des triplets de R3 dont les trois composantes sont positives ou nulles. On voit directement que F2 n'est pas un sous-espace vectoriel car il n'est pas stable par rapport à la multiplication par un scalaire. Il suffit de prendre lambda est égal à moins 1 et U qui vaut 1, 0, 2 qui appartient à F2 et on obtient lambda U est égal à moins 1, 0, moins 2 qui est un vecteur qui n'appartient pas à F2. Ici, F3 est l'ensemble des vecteurs x, y, z de R3, vérifiant les conditions z est égal à 2x plus 3y et 5x moins 2y plus 4z est égal à 0. Pour montrer que F3 est un sous-espace vectoriel de R3, nous allons voir deux méthodes. Premièrement, on remarque que F3 est l'intersection de deux sous-ensembles, G1 et G2. Donc, pour que F3 soit un sous-espace vectoriel de R3, il suffit de montrer qu'il est l'intersection de deux sous-espaces vectoriels G1 et G2. Ceci est possible grâce au théorème suivant qui confirme que l'intersection de deux ou plusieurs sous-espaces vectoriels est également un sous-espace vectoriel. Commençons par vérifier que G1 est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, G1 est non vide. Il suffit de prendre x, y, z est égal à 0 et remplacer ces valeurs dans la condition. On trouve que 0 est égal à 2 multiplié par 0 plus 3 multiplié par 0. Donc, l'élément neutre de R3 appartient à G1, d'où G1 est non vide. Vérifions maintenant la stabilité par rapport à l'addition et la multiplication par un scalaire. Pour ce faire, nous allons utiliser la condition fusionnée. C'est-à-dire, je vais considérer deux vecteurs U et V de G1 et deux scalaires lambda et mu de R. Et je vais essayer de voir si lambda U plus mu V appartient à G1 ou non. Alors, l'expression de lambda U plus mu V est donnée par cette valeur. Étant donné que U est le vecteur x, y, z et V est le vecteur x', y' et z', en multipliant ces deux vecteurs par lambda et mu, on obtient lambda U plus mu V est égal à lambda x plus mu x', lambda y plus mu y', lambda z plus mu z'. Nous allons essayer de voir si cette quantité-là appartient à G1 ou non. Pour que cette quantité appartient à G1, il faut qu'elle vérifie la condition donnée par G1.
Donc, il faut que la première composante de ce vecteur soit multipliée par 2, plus la deuxième composante multipliée par 3, moins la troisième composante du vecteur est égale à 0. Alors, en séparant les coordonnées de chaque vecteur, on trouve que lambda est multiplié par 2x plus 3y moins z, et mu multiplié par 2x' plus 3y' moins z'. Cette valeur est égale à 0 car le vecteur u appartient à G1, c'est-à-dire ses composantes vérifient la condition de G1. Cette valeur est nulle également car le vecteur V2 appartient à G1, c'est-à-dire les composantes de ce vecteur vérifient la condition de G1. Donc 0 plus 0 est égal à 0. Ceci implique que lambda U plus mu V appartient à G1. D'où la stabilité par rapport à la multiplication par un scalaire et la somme des deux vecteurs. Ceci implique que le G1 est un sous-espace vectoriel de R3. De la même manière, on vérifie que G2 est un sous-espace vectoriel. G2 est non vide car l'ensemble ou bien le vecteur nul de R3 appartient à G2. Ensuite, l'ensemble G2 est stable par rapport à l'addition et la multiplication. On considère lambda U plus mu V est égal à lambda X plus mu X', lambda U plus lambda Y plus mu Y', lambda Z plus mu Z'. Donc, cette quantité appartient à G2 car on prend 5 multiplié par la première composante du vecteur somme moins 2 multiplié par la deuxième composante du vecteur somme plus 4 la dernière composante du vecteur somme. En séparant les composantes de chaque vecteur, on obtient lambda multiplié par 5x moins 2y plus 4z qui vaut 0 et plus mu multiplié par 5x' moins 2y' plus 4z' qui est 0 aussi. La somme des deux zéros, c'est 0, ce qui fait la somme lambda U plus mu V est égal à 0, appartient à G2. D'où G2 est également un sous-espace vectoriel. En conclusion, G1 et G2 sont deux sous-espaces vectoriels de R3. Et comme F3 est l'intersection de G1 et de G2, ceci implique que F3 est un sous-espace vectoriel de R3. On peut également montrer directement que F3 est un sous-espace vectoriel de R3. Il suffit de vérifier les deux conditions en même temps. Premièrement, F3 est un ensemble non vide. En effet, le vecteur nul de R3 appartient à F3. Si je prends x, y, z est égal à 0, je trouve que les deux conditions sont satisfaites. Ensuite, je vais essayer de voir si F3 est stable par rapport à l'addition et la multiplication. Pour ce faire, je vais prendre deux vecteurs, u, v de F3 et deux scalaires lambda mu de R. Et je vais vérifier si lambda U plus mu V appartient à F3 ou non. Alors, comme tout à l'heure, lambda U plus mu V est le vecteur de composante lambda X plus mu X', lambda Y plus mu Y', lambda Z plus mu Z'. Cette quantité appartient à F3 et on vérifie facilement que la somme ou bien la quantité lambda U plus mu V vérifie les deux conditions de F3. D'où F3 est stable par rapport à l'addition et la multiplication. Ceci implique que F3 est un sous-espace vectoriel de R3. On considère maintenant l'ensemble F5 des fonctions f de R dans R. Vérifiant la condition f de 0 est égal à 1. F5 n'est pas un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions, car la fonction nulle
la fonction nulle qui est associée à chaque réel x 0 n'appartient pas à f5. En effet, si on remplace f par la fonction nulle, appliquée à 0 est égal à 0 et non pas 1. Voyons maintenant ce qui se passe avec f6. L'ensemble des fonctions définies de i dans R, vérifiant la condition de f seconde plus 3f' moins f est égal à 0. Tout d'abord, on remarque que f6 est non vide, car la fonction nulle lui appartient. En effet, il suffit de remplacer la fonction nulle dans la condition pour voir que cette dernière est satisfaite. Ensuite, nous allons étudier la stabilité de f6 par les deux lois. Pour ce faire, on considère deux fonctions f et g dans f6 et deux scalaires lambda et mu dans R. Et nous allons voir si lambda f plus mu g appartient à f6 ou non. Pour que la quantité lambda f plus mu g soit dans f6, la condition doivent être vérifiées, c'est-à-dire que 2 fois lambda f plus mu g, la dérivée seconde, plus 3 lambda f plus mu g, la dérivée première, moins lambda f plus g, cette quantité-là doit être nulle. En effet, il suffit de développer cette expression et séparer les deux fonctions pour obtenir la quantité suivante, qui est nulle. Pourquoi cette quantité est nulle? Car 2f' plus 3f' moins f est 0. Ceci est dû au fait que f est un élément de f6, c'est-à-dire il vérifie cette condition-là. De même par la fonction g, cette quantité est nulle. D'où la stabilité de f6 par rapport à l'addition et la multiplication par un scalaire. Ceci implique que f6 est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions définies de i dans R. Soit f7, l'ensemble des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire, si je prends un élément, bien un vecteur de f7, j'aurai un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire, les éléments de f7, ce sont les polynômes de degré 2, ou bien les polynômes de degré 1, ou bien les polynômes de degré 0, c'est-à-dire les polynômes constants. Voyons maintenant si l'ensemble f7 est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des polynômes réels ou non. Premièrement, on remarque que f7 est non vide, car le polynôme nul p est égal à 0 appartient à f7, car on a le degré de p inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire les polynômes de degré 0 ou bien les polynômes constants se sont inclus dans cet ensemble. Deuxièmement, vérifiant la stabilité de f7 par rapport à l'addition et la multiplication par un scalaire. En effet, si je prends deux polynômes P1 et P2 dans f7, ici je prends deux scalaires lambda 1, lambda et mu dans R, j'obtiens lambda P1 plus mu P2, j'aurai cette expression. Il suffit de réécrire cette expression sous cette forme-là qui est un polynôme de degré 2, d'où P1 lambda P1 plus mu P2 appartient à F7. Ceci implique que F7 est stable par rapport à la multiplication par un scalaire et par rapport à l'addition. D'où F7 est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des polynômes réels. Finalement, on termine par l'ensemble F8 qui est l'ensemble des polynômes réels de degré égal exactement à 2. C'est-à-dire que les polynômes de cet ensemble, ce sont uniquement les polynômes de degré 2. Autrement dit, les polynômes de degré 1 et de degré 0 n'appartiennent pas à P. Ceci implique directement que le polynôme constant ou bien le polynôme nul n'appartient pas à F8. Et comme le polynôme nul n'appartient pas à F8, ceci implique que F8 n'est pas un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des polynômes réels, car le polynôme nul n'appartient pas à F8.
Ainsi s'achève cette vidéo.